Dans un monde rempli d'incertitudes, développer une force mentale devient essentiel pour ne pas se laisser submerger par les épreuves. Le stoïcisme, une philosophie millénaire, nous enseigne comment rester solide face aux tempêtes de la vie. Ce n'est pas en contrôlant le monde extérieur que l'on trouve la paix, mais en maîtrisant nos pensées et nos réactions. À travers 10 leçons puissantes tirées du stoïcisme, nous allons découvrir comment cultiver un mental capable de tout surmonter. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Le dépouillement nécessaire au progrès. Imagine que tu portes un lourd manteau rempli de poches. Dans chaque poche, il y a une vieille croyance, une peur ou une habitude qui te retient. Certaines sont confortables, d'autres te pèsent sans que tu t'en rendes compte. Le stoïcisme nous enseigne que pour avancer, il faut savoir retirer ce manteau et voyager plus léger. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Pense à une plante qui doit perdre ses vieilles feuilles pour laisser place à de nouvelles pousses. Si elle s'accroche trop longtemps à ce qui est mort, elle étouffe. Nous sommes pareils. Nos vieilles idées, nos préjugés et nos automatismes peuvent nous empêcher de grandir. Les abandonner fait mal au début, mais c'est la seule façon de devenir plus fort. Beaucoup de gens croient que changer, c'est trahir qui ils étaient. Mais en réalité, c'est leur permettre d'être mieux. Si tu t'identifies à tes peurs ou à tes échecs passés, tu restes prisonnier. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas nos pensées, ni nos habitudes. Nous pouvons en choisir de nouvelles à tout moment. La première étape, c'est de prendre conscience de ce qui nous limite. Par exemple, croire que je ne suis pas capable ou je dois toujours plaire aux autres. Ces pensées ne sont pas des vérités, juste des habitudes mentales. Une fois que tu les vois clairement, tu peux commencer à les défaire, une à une. Le changement est inconfortable parce que notre cerveau aime la routine, même mauvaise. Mais chaque fois que tu agis différemment, tu rewires ton esprit. Au début, ça résiste, comme un muscle qui n'a pas travaillé depuis longtemps. Puis, peu à peu, ça devient plus naturel. La liberté est de l'autre côté de cet effort. Certaines personnes attendent une crise pour se remettre en question. Une rupture, un échec, une perte. Mais pourquoi attendre? Nous pouvons choisir de laisser partir ce qui ne nous sert plus avant d'y être forcés. C'est ça, la sagesse stoïcienne. Anticiper, s'adapter et ne pas laisser les circonstances décider pour nous. Tu as déjà essayé de nettoyer une pièce encombrée? Au début, c'est décourageant. On ne sait pas par où commencer. Mais si on y va petit à petit, l'espace se libère. C'est pareil avec l'esprit. Chaque croyance abandonnée, chaque mauvaise habitude éliminée, c'est de la place gagnée pour quelque chose de meilleur. Rien ne t'appartient vraiment, sauf ta capacité à choisir comment tu réagis. Les stoïciens le savaient, nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, seulement notre réponse. Alors, si tu changes tes réactions automatiques, tu changes ta vie. Pas besoin de tout jeter d'un coup. Juste une chose à la fois. Certaines habitudes sont comme des mauvaises herbes. Si on ne les arrache pas à la racine, elles reviennent. Il faut de la vigilance. Mais à force de persévérance, les nouvelles graines que tu plantes, la confiance, la discipline, le lâcher-prise finiront par fleurir. Et tu te reconnaîtras à peine. Le progrès ne vient pas en ajoutant toujours plus, mais en retirant ce qui est inutile. Comme un sculpteur qui révèle une statue en enlevant le superflu, tu te découvriras toi-même en abandonnant ce qui te limite. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de privation, mais de libération. Et ça commence aujourd'hui. Leçon 2. Lâcher prise et illusion du contrôle. Tu as déjà serré très fort quelque chose dans ta main, au point d'en avoir mal? Plus tu t'accroches, plus ça te blesse. La vie, c'est pareil. Nous voulons tout contrôler, nos relations, notre avenir, même les opinions des autres. Mais cette illusion de contrôle ne nous apporte que stress et frustration. Les stoïciens le disaient il y a 2000 ans, tu ne contrôles que tes choix, pas le reste. Pense à un fleuve. Si tu essaies de bloquer son cours avec tes mains, l'eau finira par te dépasser. Mais si tu apprends à nager avec le courant, tu avanceras sans lutte inutile. Lâcher prise,
Ce n'est pas renoncer, c'est cesser de gaspiller ton énergie contre ce que tu ne peux pas changer. La vraie force commence là où s'arrête la résistance. Beaucoup de gens ont peur de lâcher prise parce que, bizarrement, la souffrance connue semble plus sûre que l'inconnu. Au moins, je sais à quoi m'attendre, se disent-ils. Mais rester attaché à ce qui nous fait mal, c'est comme garder un vieux pansement sur une plaie déjà guérie. La guérison demande du courage, pas de la routine. Imagine un funambule. S'il se crispe par peur de tomber, il perd son équilibre. Mais s'il accepte que la chute fait partie du jeu, il trouve une grâce dans son mouvement. Le stoïcisme nous enseigne cette même sagesse. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu danses avec. Lâcher prise, c'est arrêter de croire que tout dépend de toi. Nous confondons souvent abandon et acceptation. Abandonner, c'est baisser les bras. Accepter, c'est comprendre que certaines choses sont hors de notre pouvoir, et que c'est très bien comme ça. Quand tu arrêtes de vouloir contrôler l'océan, tu peux enfin apprendre à surfer sur ses vagues. La sérénité est à ce prix. Observe les arbres en automne. Ils ne résistent pas quand leurs feuilles tombent. Ils savent que c'est nécessaire pour traverser l'hiver. Nous aussi, nous devons parfois perdre pour renaître. Ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu acceptes se transforme. Le lâcher-prise n'est pas une défaite, c'est une stratégie bien plus intelligente qu'il n'y paraît. Quand tu essaies de tout contrôler, tu deviens esclave de tes propres attentes. Mais quand tu lâches prise, tu deviens libre de vivre ce qui vient. Les stoïciens appelaient ça l'amor fati, aimer son destin. Pas parce que tout est parfait, mais parce que chaque moment, même difficile, est une matière première pour grandir. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'épuise en ce moment parce que je refuse de l'accepter? Une relation? Une situation professionnelle? Une vieille blessure? Parfois, le simple fait de nommer cette lutte intérieure diminue son poids. Lâcher prise, c'est d'abord être honnête avec soi-même. On croit que tenir bon est une preuve de force. Mais souvent, c'est juste de l'entêtement. La véritable force, c'est savoir quand ouvrir les mains. Comme un oiseau qui doit lâcher la branche pour voler, nous devons parfois lâcher nos certitudes pour découvrir de nouvelles altitudes. La vie récompense ceux qui osent lâcher ce qui les alourdit. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans tempête, mais il t'apprend à naviguer en elle. Quand tu abandonnes l'illusion du contrôle, tu découvres une paix étrange. Celle de savoir que tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour être heureux. Le lâcher-prise n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de tout. Leçon 3. Outils stoïciens pour affronter l'incertitude. La vie est imprévisible. Un jour, tout semble stable, et le lendemain, le sol se dérobe sous nos pieds. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous, et ils ont développé des outils pratiques pour naviguer dans cette incertitude sans sombrer dans la peur ou l'anxiété. Ces méthodes ne changent pas les événements, mais elles transforment notre façon d'y répondre. Le premier outil, et peut-être le plus puissant, est la dichotomie du contrôle. Tout ce qui nous arrive peut être divisé en deux catégories, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Notre énergie doit être investie uniquement dans le premier groupe, nos actions, nos jugements, nos valeurs. Le reste, les opinions des autres, les circonstances extérieures, le passé, ne méritent pas notre inquiétude. Quand tu te concentres sur ce que tu peux vraiment influencer, tu reprends le pouvoir là où il a toujours été, en toi. La visualisation négative est un autre outil précieux. Il s'agit d'imaginer le pire scénario possible, non pour s'angoisser, mais pour s'y préparer. En affrontant mentalement nos peurs, nous réalisons que même les situations les plus difficiles sont supportables. Les stoïciens appelaient cela la préméditation des maux, une façon de désamorcer l'inconnu en le rendant familier. Quand tu visualises la perte, l'échec ou le rejet, tu te rends compte que tu survivras malgré tout. L'amor fati, ou l'amour du destin, est une attitude radicale mais libératrice. Au lieu de lutter contre ce qui arrive, tu choisis de l'embrasser comme si tu l'avais toi-même souhaité. Ce n'est pas du fatalisme, mais une reconnaissance que chaque obstacle contient une opportunité cachée. Comme un alchimiste transforme le plomb en or, le pratiquant du stoïcisme transforme les épreuves en leçons.
Quand tu cesses de résister à la réalité, tu découvres une force que tu ne soupçonnais pas. La méditation stoïcienne, différente de la méditation orientale, consiste en un examen régulier de ses pensées et actions. Le soir, demande-toi, que ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je perdu mon temps? Comment puis-je m'améliorer demain? Cette pratique n'a rien d'un jugement sévère, c'est une conversation bienveillante avec soi-même. En prenant l'habitude de cette introspection, tu deviens ton propre guide plutôt que l'esclave de tes impulsions. Les stoïciens comparaient la vie à une pièce de théâtre où nous ne choisissons pas le scénario, mais où nous pouvons choisir comment jouer notre rôle. Les outils qu'ils nous ont légués ne suppriment pas les difficultés, mais ils changent notre relation avec elles. L'incertitude ne disparaît pas, mais elle cesse d'être un monstre pour devenir un terrain de jeu. Quand tu pratiques régulièrement ces exercices, tu développes une stabilité intérieure que rien ne peut ébranler. Prenons l'exemple d'un problème financier. La dichotomie du contrôle te rappelle que les marchés mondiaux ne dépendent pas de toi, mais que ton budget et tes dépenses, si. La visualisation négative t'aide à envisager une vie plus simple si nécessaire. L'amor fati te permet de voir cette épreuve comme une chance de développer ta résilience. Et la méditation t'aide à ajuster tes habitudes jour après jour. Ces outils ne sont pas des théories abstraites, ce sont des armes concrètes pour les batailles du quotidien. Un conflit relationnel, un échec professionnel, une maladie. Dans chaque cas, le stoïcisme t'offre une boussole pour garder le cap. La clé est la pratique régulière, comme un muscle qui se renforce à force d'entraînement. Au début, ces réflexes ne sont pas naturels, mais avec le temps, ils deviennent une seconde nature. Le plus beau dans ces outils, c'est qu'ils sont accessibles à tous, immédiatement. Pas besoin de statut social, de richesse ou de talent particulier. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, était un esclave. Marc Aurèle, un empereur. Pourtant, ils utilisaient les mêmes principes. Cela prouve une vérité essentielle. Notre liberté intérieure ne dépend jamais des circonstances extérieures, seulement de notre discipline à exercer notre jugement. En ces temps incertains, le stoïcisme n'a jamais été aussi pertinent. Dans un monde qui change à toute vitesse, ces outils anciens nous offrent une ancre solide. Ils ne promettent pas une vie facile, mais une vie digne, quelle que soit la tempête. Commence petit, applique un seul principe aujourd'hui, observe ses effets. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. L'incertitude ne disparaîtra jamais, mais ta façon de la vivre peut radicalement changer. Leçon 4. Journal intime philosophique comme outil de transformation. Imagine pouvoir discuter chaque soir avec la version la plus sage de toi-même, celle qui voit clairement tes erreurs sans jugement et tes progrès sans arrogance. C'est exactement ce que faisait Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, un journal où cet empereur romain notait ses réflexions pour mieux se guider. Son secret? L'écriture n'était pas pour les autres, mais pour lui seul, un dialogue franc avec son âme. Aujourd'hui encore, cette pratique reste l'un des outils les plus puissants pour cultiver la clarté mentale et la force intérieure. Prendre un stylo et noter ses pensées peut sembler simple, mais c'est une véritable gymnastique de l'esprit. Quand tu écris, tu sors le chaos de ta tête pour le mettre sur papier, où il devient plus facile à comprendre. Les émotions qui semblaient écrasantes prennent soudain une forme concrète, et tu réalises que beaucoup de tes peurs perdent leur pouvoir une fois exprimées noir sur blanc. Comme le disait Sénèque, écrire, c'est veiller sur soi. C'est une façon de ne pas se laisser emporter par le courant des jours. Le journal stoïcien ne ressemble pas à un journal intime classique. Il ne s'agit pas de raconter sa journée, mais de l'examiner avec un regard philosophique. Pose-toi des questions comme « Quelle partie de mes soucis aujourd'hui était sous mon contrôle ? Ai-je réagi avec vertu face à cette provocation ? Quelles leçons puis-je tirer de cet échec ?» Ces questions transforment les expériences banales en véritables leçons de vie. Petit à petit, tu développes une lucidité qui te protège des mêmes erreurs. L'un des exercices les plus puissants consiste à anticiper par écrit les défis du lendemain. Le soir, note « Demain, je pourrais rencontrer telle difficulté au travail, telle personne désagréable,
telle tentation. Puis écris comment tu comptes y répondre avec sagesse. Cette préparation mentale est comme une armure invisible. Quand la situation se présente réellement, tu es déjà prêt à réagir avec calme plutôt que sous le coup de l'émotion. Marc Aurèle pratiquait cela chaque matin en visualisant d'avance les obstacles de sa journée. L'écriture a ce pouvoir magique de cristalliser nos pensées fugaces. Une idée qui tournait en boucle dans ta tête prend soudain une nouvelle perspective une fois couchée sur le papier. Tu peux y revenir plus tard et constater ton évolution. Il y a 6 mois, cette situation m'aurait anéanti. Aujourd'hui, je la gère différemment. Ces preuves tangibles de progression sont précieuses les jours de doute. Ton journal devient alors une carte qui montre le chemin parcouru et celui qui reste à faire. La beauté de cette pratique réside dans sa simplicité. Pas besoin de belles phrases ou de style littéraire, quelques lignes sincères suffisent. L'important n'est pas la forme, mais l'acte de se questionner honnêtement. D'ailleurs, beaucoup s'étonnent en relisant leurs anciennes entrées. Les problèmes qui semblaient insurmontables à l'époque apparaissent souvent bien plus gérables avec du recul. C'est une leçon d'humilité et d'espoir en même temps. Certains jours, tu n'auras envie d'écrire que des plaintes, et c'est très bien. Laisse-toi aller, puis relis-toi avec distance. Est-ce vraiment si grave? N'y a-t-il pas une autre interprétation possible? Ce recul critique est au cœur de la méthode stoïcienne. Petit à petit, tu entraînes ton esprit à ne plus réagir impulsivement, mais à analyser chaque situation avec discernement. L'écriture devient alors un espace sacré où tu peux te reconstruire en toute liberté. Pour commencer, fixe-toi un rituel simple. 5 minutes le matin pour préparer ta journée, 5 minutes le soir pour la revisiter. Pas besoin d'en faire des pages entières. Parfois une seule phrase peut contenir une révélation profonde. L'important est la régularité, comme un athlète qui s'entraîne quotidiennement. Avec le temps, tu développeras une relation plus apaisée avec tes pensées, moins emportée par leur tourbillon. Dans un monde où nous sommes constamment stimulés et distraits, le journal philosophique offre un rare moment de silence et de vérité. C'est un antidote à la superficialité, un moyen de redevenir l'auteur de sa propre vie plutôt que son spectateur. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ne vis plus comme si tu devais vivre 1000 ans. Le destin est suspendu au-dessus de ta tête. Tant que tu vis, tant que tu le peux, sois vertueux. Ton journal est le lieu où cette vertu s'exerce et se renforce, jour après jour. Si Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, trouvait le temps de cette pratique quotidienne, qui peut dire être trop occupé pour s'y adonner. Ton journal n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre, juste un compagnon fidèle sur le chemin de la sagesse. Commence ce soir. Prends une feuille, écris une seule réflexion sur ta journée et observe comment ce simple acte peut déjà changer ta perspective. La philosophie ne vit pas dans les livres, mais dans ces moments où tu choisis de te regarder en face avec honnêteté et courage. Leçon 5. Faire face à l'imprévu et rebondir avec flexibilité. La vie ressemble souvent à un chemin de montagne. Malgré toute notre préparation, un rocher peut tomber soudainement sur la route, un orage éclater sans prévenir. Les stoïciens comprenaient que ce ne sont pas ces obstacles qui définissent notre voyage, mais la façon dont nous choisissons de les contourner. L'imprévu n'est pas une erreur du destin, c'est le destin lui-même. Et notre liberté réside précisément dans cette marge de manœuvre entre ce qui nous arrive et comment nous y répondons. Pense à un roseau lors d'une tempête. Alors que le chêne rigide risque de casser, le roseau plie mais ne rompt pas. Notre mental devrait fonctionner de la même manière. La flexibilité n'est pas de la faiblesse, mais une intelligence pratique qui reconnaît quand résister et quand s'adapter. Les événements eux-mêmes ne nous brisent jamais. C'est notre rigidité face à eux qui cause notre souffrance. Apprendre à danser avec les surprises de la vie est un art bien plus utile que d'essayer de les contrôler toutes. Nous commettons souvent l'erreur de croire qu'une bonne vie est une vie sans encombre. Mais regarde les personnes que tu admires le plus. Ce ne sont probablement pas celles qui ont eu un parcours facile, mais celles qui ont su transformer les obstacles en tremplin. Un imprévu n'est jamais juste un problème. C'est aussi une opportunité déguisée. Le stoïcisme nous enseigne à chercher systématiquement cette opportunité, même quand elle semble bien cachée. Quand l'imprévu te frappe,
Prends l'habitude de te poser 3 questions. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Comment puis-je l'utiliser pour devenir plus fort? Quelle est la prochaine petite action constructive que je peux faire? Ces questions transforment instantanément ton état d'esprit de victime à acteur. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu peux toujours ajuster tes voiles. C'est ça, la véritable maîtrise de soi. La nature nous offre de nombreux exemples de résilience flexible. Prenons l'eau, elle ne résiste jamais, mais finit toujours par atteindre son but. Elle contourne les rochers, s'infiltre par les plus petites fissures, persévère sans violence. Notre esprit pourrait s'en inspirer. Quand un plan échoue, au lieu de t'obstiner ou d'abandonner, cherche simplement un autre angle d'approche. Souvent, la solution émerge quand on cesse de lutter frontalement. Les enfants sont naturellement doués pour cela. Observe un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois, mais se relève chaque fois avec la même détermination joyeuse. Quelque part en grandissant, nous perdons cette capacité à accepter les chutes comme partie intégrante du processus. Nous voulons tout réussir du premier coup. Réapprendre cette flexibilité enfantine est l'un des plus beaux cadeaux que le stoïcisme peut nous offrir. La prochaine fois que tu seras confronté à un imprévu frustrant, essaie ce petit exercice. Imagine que tu l'avais toi-même planifié comme défi personnel. Comment réagirais-tu alors? Probablement avec plus de calme et de créativité. C'est tout le principe de l'amor fati. Aimer ce qui arrive non parce que c'est agréable, mais parce que c'est une occasion de pratiquer la vertu. Ton pire jour devient alors ton meilleur professeur. Cette flexibilité mentale a un effet secondaire merveilleux. Elle diminue progressivement la peur de l'inconnu. Quand tu as confiance en ta capacité à rebondir, les imprévus perdent leur pouvoir de t'effrayer. Tu commences même à les accueillir avec une curiosité tranquille, comme un aventurier qui sait que les détours inattendus mènent souvent aux découvertes les plus précieuses. Le stoïcisme ne nous demande pas de tout anticiper, mais de tout accepter. Il y a une nuance cruciale entre les deux. L'un est une tentative vaine de contrôle, l'autre une préparation sage à l'inévitable. En cultivant cette acceptation active, tu développes une sorte d'invincibilité intérieure. Les circonstances peuvent toujours t'affecter, mais elles ne pourront plus jamais te briser. Commence petit aujourd'hui. Quand un petit imprévu survient, un retard, un changement de programme, une déception mineure, entraîne-toi à y répondre avec flexibilité plutôt qu'irritation. Ces petites répétitions quotidiennes te préparent aux plus grands défis quand ils se présenteront. Rappelle-toi, ce n'est pas la rigidité du soldat qui gagne les batailles, mais l'adaptabilité du stratège. Ta plus grande force réside dans ta capacité à plier sans rompre, à transformer chaque revers en nouveau départ. Leçon 6. L'incertitude comme catalyseur de créativité. Imagine un monde où tout serait prévisible, où chaque journée se déroulerait exactement comme prévu. Cela pourrait sembler rassurant au premier abord, mais très vite, cette absence de surprise deviendrait étouffante. L'incertitude, aussi inconfortable soit-elle, est le terreau même de la créativité. C'est dans ces espaces d'inconnu que nos idées les plus originales prennent racine, poussées par la nécessité de trouver des solutions nouvelles. Les stoïciens voyaient dans les obstacles des opportunités déguisées, et cette perspective est particulièrement vraie quand il s'agit de stimulation créative. Prends l'exemple de la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming. C'est précisément parce que son expérience ne s'est pas déroulée comme prévu qu'il a fait l'une des plus grandes découvertes médicales du siècle. Une contamination inattendue, un résultat imprévu, et voilà que l'histoire de la médecine bascule. Notre vie quotidienne regorge de ces moments où l'imprévu devient source d'innovation, à condition que nous sachions les saisir. La créativité naît souvent de ce mariage entre le problème et l'inattendu. Quand nous sommes confrontés à l'incertitude, notre cerveau passe en mode solution. Privé de ses réponses habituelles, il commence à explorer de nouvelles voies, à faire des connexions inédites. C'est ce processus qui explique pourquoi tant d'œuvres artistiques majeures sont nées dans des périodes de crise ou de bouleversement. L'inconfort de l'inconnu nous pousse hors de nos zones de confort mental, là où la magie créative opère. Le stoïcisme nous enseigne à accueillir cette tension comme un cadeau plutôt qu'une menace.
Dans notre vie personnelle, les moments d'incertitude sont souvent ceux qui nous font grandir le plus. Perdre un emploi peut révéler une passion insoupçonnée. Une rupture amoureuse peut ouvrir la porte à une nouvelle compréhension de soi. Quand nos plans s'effondrent, nous sommes obligés de reconstruire. Et c'est dans ce processus de reconstruction que nous découvrons des aspects de nous-mêmes qui seraient restés cachés autrement. La créativité n'est pas qu'artistique, elle est aussi et surtout existentielle. Pratiquement, comment cultiver cette capacité à transformer l'incertitude en créativité? Commence par changer ton langage intérieur. Au lieu de « je ne sais pas ce qui va m'arriver », dis-toi « je me demande ce que je vais pouvoir créer à partir de cette situation ». Ce simple glissement sémantique ouvre des perspectives nouvelles. Ensuite, entraîne-toi à brainstormer plusieurs solutions face à un problème, même les plus farfelus. C'est en permettant à ton esprit de vagabonder sans censure que les meilleures idées émergent souvent. Les enfants sont des maîtres en la matière. Donnez-leur un objet du quotidien et ils en feront un jouet, un instrument, un personnage imaginaire. Cette capacité à improviser avec ce qui est disponible s'émousse avec l'âge, mais peut se retrouver. L'incertitude nous ramène à cet état d'esprit ludique où les contraintes deviennent des défis amusants plutôt que des obstacles décourageants. Et si tu abordais tes incertitudes actuelles avec cette même curiosité enfantine? Le monde professionnel moderne valorise de plus en plus cette capacité à naviguer dans l'incertitude. Dans un environnement en constante évolution, ceux qui savent improviser, s'adapter et créer à partir de l'imprévu sont ceux qui réussissent le mieux. Cette compétence ne s'apprend pas dans les manuels, mais se développe par la pratique consciente de l'ouverture face à l'inconnu. Chaque fois que tu fais face à une situation incertaine, tu entraînes ton muscle créatif. La prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation imprévue, au lieu de chercher immédiatement à retrouver ton équilibre, prends un moment pour observer ce nouvel environnement. Quelles possibilités invisibles auparavant se révèlent maintenant? Quelles compétences cachées cette situation pourrait-elle te révéler? En adoptant cette posture d'explorateur plutôt que de victime, tu transformes l'énergie de l'anxiété en énergie créative. Le stoïcisme ne nous demande pas d'éliminer l'incertitude, ce qui serait impossible, mais de changer notre relation avec elle. En cessant de la voir comme un ennemi, nous découvrons qu'elle peut être un allié précieux pour notre développement. Les plus belles découvertes, les innovations les plus marquantes, les parcours les plus inspirants sont presque toujours nés d'une rencontre féconde avec l'inattendu. Commence aujourd'hui à collectionner les petits moments d'improvisation réussis. Note comment tu as su adapter une recette avec les ingrédients disponibles, trouver un itinéraire alternatif lors d'un trafic bloqué, répondre avec humour à une remarque inattendue. Ces petites victoires créatives face à l'imprévu sont l'entraînement parfait pour les plus grands défis. Rappelle-toi, l'incertitude n'est pas le contraire de la sécurité, mais le berceau de l'invention. Plus tu t'y exposes, plus tu découvres l'étendue de ta propre ingéniosité. Leçon 7. L'amour et la vulnérabilité émotionnelle. L'amour est peut-être le domaine où l'incertitude se fait le plus cruellement sentir, mais aussi le plus magnifiquement ressentir. Nous voudrions tellement que nos relations soient stables, prévisibles, à l'abri des tempêtes. Pourtant, c'est précisément leur fragilité qui en fait la valeur. Accepter d'aimer, c'est accepter de ne pas tout contrôler. Et c'est dans cet abandon que réside la plus grande beauté des connexions humaines. Les stoïciens ne voyaient pas l'amour comme une faiblesse, mais comme un terrain d'exercice privilégié pour cultiver le courage émotionnel. Combien de relations se meurent parce que les partenaires préfèrent la sécurité tiède des certitudes à la vitalité risquée de l'authenticité? Lorsque nous tentons de figer l'autre dans un rôle, de contrôler chaque aspect de la relation, nous tuons dans l'œuf ce qui faisait sa magie. La véritable intimité naît lorsqu'on ose dire « je ne sais pas où cela nous mènera, mais je choisis d'être pleinement présent dans ce voyage avec toi ». Ce renoncement au contrôle est le premier pas vers un amour véritablement adulte. La peur de souffrir nous pousse souvent à construire des murs. Mais ces murs qui devaient nous protéger finissent par nous emprisonner. La vulnérabilité, ce choix d'ouvrir son cœur en sachant qu'il pourrait être brisé, est le seul chemin vers des connexions profondes. Comme le disait Sénèque, si tu veux être aimé, aime.
Cette simplicité apparente cache une vérité profonde. C'est en acceptant de ne pas maîtriser les réactions de l'autre que nous créons l'espace où l'amour peut véritablement s'épanouir. Les relations les plus enrichissantes sont souvent celles qui nous surprennent, qui nous font sortir de nos schémas habituels. Quand nous arrêtons de projeter nos attentes sur l'autre, nous lui permettons d'être pleinement lui-même, et nous nous donnons la chance de découvrir des facettes inattendues de notre propre cœur. L'incertitude en amour n'est pas un bug, c'est une feature. Elle est ce qui maintient la relation vivante, en mouvement, en constante évolution. Comment pratiquer cette ouverture tout en protégeant son équilibre émotionnel? Le stoïcisme propose une voie médiane. Aimer intensément tout en gardant conscience que toute relation peut prendre fin. Cette apparente contradiction est en réalité une libération. Elle permet de chérir l'autre sans en devenir dépendant, de s'engager pleinement tout en sachant que notre valeur ne dépend pas de la réciprocité. C'est cet équilibre délicat qui transforme l'amour d'une prison potentielle en un espace de croissance mutuelle. Les blessures amoureuses, si douloureuses soient-elles, ont un pouvoir initiatique. Chaque déception, chaque trahison, chaque séparation nous enseigne quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes, à condition que nous acceptions de regarder ces enseignements en face. Le stoïcisme ne nous invite pas à nier la douleur, mais à l'utiliser comme compost pour notre développement. Une fois passée la tempête émotionnelle, nous découvrons souvent que nous sommes devenus plus forts, plus sages, plus capables d'amour authentique. Dans les relations de longue durée, l'incertitude prend une autre forme, celle de l'évolution inévitable de chacun. Le défi n'est plus de surmonter la peur de l'engagement, mais d'accepter que l'être aimé ne sera jamais exactement celui que nous avons connu hier. Cette impermanence n'est pas une menace, mais la garantie que la relation reste une aventure plutôt qu'une routine. Les couples qui durent sont ceux qui savent se redécouvrir jour après jour. La jalousie, ce poison relationnel, trouve souvent sa source dans l'incapacité à tolérer l'incertitude. Nous voudrions être l'unique centre du monde de l'autre, mais cette exigence est à la fois irréaliste et étouffante. La confiance, véritable antidote à la jalousie, est un acte de courage quotidien. Je choisis de te faire confiance même si je ne peux pas tout savoir, tout contrôler. Ce lâcher-prise est peut-être la plus belle preuve d'amour. Les stoïciens distinguaient avec soin ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. En amour, cela se traduit par une distinction cruciale. Je peux contrôler la qualité de mon attention, de mon écoute, de mon engagement, mais pas les sentiments ou les actions de l'autre. Cette frontière claire préserve à la fois notre intégrité et notre liberté d'aimer. Quand nous concentrons notre énergie sur notre propre manière d'aimer plutôt que sur la réaction de l'autre, nous découvrons une sérénité inattendue. Pour terminer, souviens-toi que chaque relation est un miroir. Ce qui nous attire ou nous irrite chez l'autre parle toujours de partie de nous-mêmes. L'incertitude relationnelle devient alors un extraordinaire outil de connaissance de soi. Au lieu de craindre les tempêtes émotionnelles, apprends à les naviguer avec curiosité. Après tout, comme le disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle devient chemin. Dans le domaine de l'amour plus qu'ailleurs, l'acceptation de l'incertitude est le secret d'une vie affective riche et authentique. L'art d'aimer ressemble étrangement à celui du jardinier. On sème avec soin, on arrose avec patience, mais on ne peut forcer la plante à pousser. La sagesse stoïcienne nous rappelle cette évidence trop souvent oubliée. Nous ne contrôlons que notre façon d'aimer, jamais la réponse de l'autre. Cette limite n'est pas une frustration, mais une libération. Elle nous décharge du poids démesuré que nous nous imposons parfois en voulant tout maîtriser. Les premiers frissons de l'amour sont justement si intenses parce qu'ils baignent dans l'inconnu. Ce regard échangé, ce sourire timide, ces silences chargés de sens. Tout est possible, rien n'est certain. En vieillissant, nous confondons souvent maturité avec prudence excessive, jusqu'à étouffer cette capacité d'émerveillement devant l'imprévu du cœur. Redevenir un peu naïf, accepter de ne pas tout anticiper, c'est retrouver la fraîcheur des commencements. Les ruptures, ces expériences universellement redoutées, contiennent pourtant des leçons uniques. Comme un arbre perd ses feuilles en automne pour se préparer à l'hiver, nous avons parfois besoin de ces dépouillements douloureux. Ils nous enseignent que nous pouvons survivre à ce que nous croyions insurmontable.
Le stoïcisme ne minimise pas cette souffrance, mais nous aide à la traverser sans nous perdre nous-mêmes dans la tempête. L'amour parental est peut-être la forme la plus pure de cette vulnérabilité consentie. Dès la naissance, nous savons que cet enfant que nous chérissons en nous échappera progressivement. Éduquer, c'est paradoxalement apprendre à se rendre progressivement superflu. Cette forme d'amour nous enseigne que le véritable attachement n'est pas possession, mais accompagnement vers l'autonomie. Une leçon valable pour toutes les formes d'amour. Les relations toxiques naissent souvent de la peur de l'incertitude. Combien restent par crainte de la solitude, par besoin maladif de certitude, même douloureuse? Le stoïcisme propose un critère simple mais puissant. Cette relation m'aide-t-elle à devenir meilleure, ou m'enfonce-t-elle dans mes peurs? Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi et l'autre est précisément de savoir partir. La communication honnête est le pont qui relie deux vulnérabilités. Dire « j'ai peur de te perdre » plutôt qu'accuser. Exprimer « ce comportement me blesse » au lieu de se murer dans le silence. Ces petites phrases simples mais courageuses transforment l'incertitude en terrain de rencontre plutôt qu'en champ de bataille. Chaque relation est un dialecte unique à inventer à deux. L'amour de soi, trop souvent négligé, est le fondement invisible de toutes nos autres relations. Comment accepter l'imprévu chez l'autre si nous le refusons en nous-mêmes? La bienveillance envers nos propres imperfections nous rend plus aptes à tolérer celles des autres. Comme le notait Marc Aurèle, on aime les autres à la mesure exacte où l'on s'aime soi-même, non par égoïsme, mais par reconnaissance de notre commune humanité. Les passions naissantes nous trompent souvent en nous faisant croire à une fusion possible. La maturité amoureuse, elle, célèbre la distance autant que la proximité. Deux arbres poussant côte à côte, mais ayant chacun leurs racines. Voilà le modèle stoïcien d'une relation équilibrée. L'incertitude n'y est pas éliminée, mais intégrée comme composante naturelle de la dynamique. Les rituels relationnels, ces petites habitudes partagées, ne doivent pas devenir des prisons dorées. Leur fonction n'est pas d'éliminer l'imprévu, mais de créer un cadre sécurisant où l'imprévu peut être accueilli. Comme des balises dans la nuit, ils permettent de naviguer ensemble même lorsque la visibilité est réduite, sans prétendre contrôler la météo. Enfin, souviens-toi que chaque relation est éphémère, non par pessimisme, mais par lucidité. Certaines dureront toute une vie, d'autres seulement une saison, mais toutes nous transforment. Le stoïcisme nous invite à chérir pleinement ce qui est là, maintenant, sans nous consumer dans la peur de perdre. Car au fond, c'est peut-être cela, le secret ultime, aimer comme si demain n'existait pas, tout en sachant que rien n'est éternel. Leçon 8. L'introspection comme voie vers la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Ces trois mots inscrits au fronton du temple de Delphes résument l'un des plus puissants outils stoïciens. Mais comment faire, concrètement, pour se connaître vraiment? L'introspection n'est pas simplement réfléchir à soi, c'est une véritable exploration intérieure, courageuse et honnête. C'est accepter de regarder en face nos contradictions, nos peurs cachées et nos mécanismes automatiques. Seul celui qui se connaît peut véritablement progresser. Prends l'habitude de faire des pauses régulières dans ta journée pour te demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela? Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction en moi ?» Ces micro-moments d'introspection transforment les expériences banales en révélations personnelles. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions sont des signaux, pas des vérités absolues. En apprenant à les décoder, nous découvrons les paysages cachés de notre psyché. La méditation, telle que la pratiquaient les stoïciens, n'est pas une fuite du monde, mais un face-à-face avec soi. Assis dans le silence, observe tes pensées comme des nuages passant dans le ciel, sans les juger, mais sans Y accroché non plus. Cette pratique simple, mais profonde révèle peu à peu tes schémas mentaux récurrents. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire pour qui veut évoluer. Le journaling, ou l'art d'écrire pour soi, est un autre outil précieux. Le soir, note non seulement ce que tu as fait, mais surtout ce que tu as ressenti et pourquoi. Avec le temps, tu découvriras des motifs répétitifs dans tes réactions. Marc Aurèle tenait ce genre de journal. Ses pensées pour moi-même restent un modèle d'introspection lucide et bienveillante.
L'écriture a ce pouvoir magique de clarifier ce qui semblait confus dans notre esprit. Les promenades conscientes, seules et sans distraction, sont une troisième voie vers la connaissance de soi. En marchant, laisse tes pensées défiler naturellement. Observe comment ton esprit saute d'une idée à l'autre, comment certaines préoccupations reviennent sans cesse. Ces promenades sont comme des voyages à l'intérieur de toi-même. Plus tu les pratiques, plus tu deviens familier avec ton propre fonctionnement. Attention cependant, l'introspection ne doit pas devenir de la rumination. La différence? L'introspection cherche à comprendre pour progresser, la rumination tourne en rond sans avancer. Si tu te surprends à ressasser les mêmes pensées sans gain de clarté, c'est le moment de passer à l'action concrète. Le stoïcisme est une philosophie pratique avant tout. Un exercice puissant consiste à analyser tes réactions disproportionnées. Ce collègue qui t'irrite tant, cette critique qui t'a blessé profondément, que révèle-t-elle de tes blessures non guéries ou de tes attentes non assumées? Ces moments d'hypersensibilité sont comme des fenêtres ouvertes sur tes zones d'ombre. Au lieu de les fuir, utilise-les comme des opportunités de croissance. N'oublie pas que se connaître, c'est aussi reconnaître ses forces. Trop souvent, nous nous focalisons sur nos défauts en oubliant nos qualités. Fais régulièrement l'inventaire de tes ressources intérieures. Quelles sont les épreuves que tu as déjà surmontées? Quelles compétences as-tu développées? Cette connaissance équilibrée de toi-même est le fondement d'une véritable confiance en soi. La connaissance de soi n'est jamais achevée. Comme la mer, notre psyché a ses marées et ses tempêtes, ses zones calmes et ses profondeurs mystérieuses. L'introspection est un voyage sans fin, mais chaque pas sur ce chemin nous rend un peu plus libres. Libres de nos automatismes, libres de nos peurs irrationnelles, libres de choisir qui nous voulons être. Commence aujourd'hui, simplement. Prends 5 minutes ce soir pour noter tes observations sur toi-même. Demain, fais une courte marche en pleine conscience. Petit à petit, ces pratiques deviendront des réflexes. Et tu découvriras que se connaître n'est pas un exercice narcissique, mais la condition nécessaire pour mieux vivre avec les autres et avec le monde. Comme le disait Épictète, commence par te dire qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Tout part de cette connaissance intime de soi. L'introspection ressemble à une plongée sous-marine. Plus on descend profond, plus la lumière naturelle se fait rare, et plus on découvre des paysages insoupçonnés. Nos couches superficielles, ce que nous montrons aux autres, cachent des vérités plus complexes. Le travail stoïcien consiste à explorer ces profondeurs avec curiosité et bienveillance, sans se mentir à soi-même. C'est là qu'on trouve les clés de nos comportements répétitifs. Un piège courant consiste à confondre connaissance de soi et jugement de soi. Observer qu'on a tendance à fuir les conflits est utile. Se traiter de lâche est contre-productif. Les stoïciens pratiquaient l'auto-observation neutre, comme un scientifique étudierait un phénomène. Cette distance permet de reconnaître ces patterns sans s'y identifier totalement. Après tout, ce que nous remarquons en nous, nous pouvons le changer. Nos réactions émotionnelles disproportionnées sont des portes d'entrée privilégiées vers notre moi profond. Cette colère explosive face à un retard minime, cette anxiété paralysante avant une réunion banale, elle pointe vers des blessures anciennes ou des croyances enfouies. Au lieu de les réprimer ou d'en avoir honte, interroge-les. Qu'est-ce que cette réaction dit de mes attentes ou de mes peurs fondamentales? La connaissance de soi passe aussi par le corps. Les stoïciens, bien avant la psychologie moderne, avaient compris le lien corps-esprit. Une tension persistante dans les épaules, des maux de ventre récurrents. Ces symptômes physiques parlent souvent de conflits intérieurs non résolus. Apprendre à écouter son corps, c'est ajouter une langue précieuse à notre vocabulaire d'introspection. Nos choix apparemment anodins révèlent beaucoup sur nos priorités réelles. Comment utilisons-nous nos moments libres? Vers quelles activités allons-nous spontanément? Quel type de personnes attirons-nous naturellement? Ces préférences inconscientes tracent une carte fidèle de notre caractère profond, souvent différente de l'image que nous voulons projeter. L'art du questionnement socratique appliqué à soi-même est un outil puissant. Face à une décision difficile, demande-toi: pourquoi est-ce vraiment important pour moi? Qu'est-ce que cela dit de mes valeurs?
Quelle partie de moi ressent ce besoin? Ces questions creusent sous la surface des réponses toutes faites pour atteindre les motivations authentiques. Les rêves offrent une autre voie d'accès à l'inconscient. Marc Aurèle notait ses rêves dans son journal, y cherchant des indices sur ses préoccupations profondes. Sans tomber dans une interprétation excessive, observer les thèmes récurrents de nos rêves peut révéler des désirs ou des craintes que nous n'osons pas reconnaître à l'état éveillé. Nos résistances aussi parlent. Ce projet que nous repoussons indéfiniment, cette personne que nous évitons sans raison claire. Ces blocages cachent souvent des enseignements précieux. Au lieu de les forcer ou de les ignorer, approchons-les avec douceur. Qu'est-ce que cette résistance protège en moi? De quoi me préserve-t-elle? L'introspection demande du courage, surtout quand elle révèle des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Mais c'est précisément en embrassant nos contradictions que nous devenons plus complets. Comme le disait Sénèque, « Je ne suis pas encore sage, mais je me trompe moins souvent. » Le progrès compte plus que la perfection. Enfin, souviens-toi que la connaissance de soi n'est pas une fin en soi, mais le début d'une transformation. Comprendre nos mécanismes intérieurs nous donne le pouvoir de les modifier. Cette nuit, avant de dormir, pose-toi une seule question ouverte sur ton fonctionnement et laisse ton esprit y travailler pendant le sommeil. Demain matin, note les insights apparus. Petit à petit, ces éclairages construiront une relation plus authentique avec toi-même. Leçon 9. Cultiver la boussole intérieure. Nous vivons dans un monde saturé d'opinions, réseaux sociaux, experts en tout genre, conseils bien intentionnés de l'entourage. Au milieu de ce bruit constant, le stoïcisme nous propose une révolution tranquille, redevenir sourcier de notre propre sagesse intérieure. Cette petite voix que nous étouffons si souvent sous les « il faut » et les « on devrait » possède pourtant une justesse souvent ignorée. La philosophie stoïcienne ne nous apprend pas quoi penser, mais comment penser par nous-mêmes. Cette boussole intérieure n'est pas un caprice égoïste, c'est au contraire le fruit d'une longue écoute de soi et du monde. Comme un musicien qui développe son oreille, nous pouvons affiner notre perception intuitive. Les stoïciens parlaient de « démon », ce guide intérieur qui nous oriente vers notre vérité. Le cultiver demande du silence, de l'attention et le courage de se fier à ce qu'on ressent profondément, même quand cela va contre-courant. Combien de mauvaises décisions prenons-nous simplement parce que tout le monde fait comme ça? La pression sociale est un tyran silencieux qui nous éloigne de notre nature véritable. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, rappelait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » En réapprenant à distinguer nos véritables désirs des conditionnements extérieurs, nous retrouvons une liberté perdue. Pratiquer la boussole intérieure commence par de petites choses. Avant de demander l'avis d'autrui, demande-toi d'abord « Qu'est-ce que j'en pense vraiment ?» Observe les moments où tu dis « oui » alors que ton corps tout entier crie « non ». Ces micro-traîtrises envers soi-même, accumulées, créent une existence inauthentique. Chaque fois que tu honores ta vérité intérieure, même dans un choix apparemment insignifiant, tu renforces ton autonomie morale. Cette voix intérieure n'est pas toujours confortable. Elle nous rappelle parfois nos contradictions, nous pousse hors de nos zones de confort. Mais c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse. Comme un ami franc qui nous dit nos vérités, elle nous garde alignés avec nos valeurs profondes. Marc Aurèle écrivait « Regarde en dedans ». C'est à l'intérieur que se trouve la source du bien, une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Le doute est souvent perçu comme une faiblesse, alors qu'il peut être un outil précieux. Quand tu hésites entre plusieurs voies intérieures, celle de la peur, celle de la raison, celle du désir, prends le temps de les distinguer. La véritable intuition stoïcienne n'est ni dans l'impulsivité ni dans l'overthinking, mais dans cette capacité à écouter puis choisir en conscience. C'est un dialogue constant avec soi-même. Notre société valorise tellement l'extraversion que nous avons perdu l'art de la conversation intérieure. Pourtant, les plus grandes décisions de notre vie ne devraient être prises qu'après ce colloque silencieux avec soi. Comme le disait Sénèque, il faut se retirer en soi-même autant que possible. Il faut vivre avec ceux qui savent se rendre à eux-mêmes agréables.
Cette amitié avec soi est le terreau de toute sagesse. La boussole intérieure se rouille quand on ne s'en sert pas. Pour l'entretenir, cultive des moments de solitude volontaire, loin des distractions. Marche sans musique, assieds-toi avec tes pensées. Tiens un journal où tu explores tes véritables motivations. Ces pratiques semblent simples, mais sont radicales dans un monde qui nous pousse sans cesse à l'extérieur de nous-mêmes. Attention cependant, suivre sa boussole intérieure ne signifie pas ignorer toute sagesse extérieure. Les enseignements des philosophes, les conseils avisés, les retours d'expérience restent précieux. Mais après les avoir entendus, il faut les passer au filtre de ce qui résonne vraiment en nous. La vérité des autres ne devient nôtre que lorsque nous l'avons testée et assimilée. Commence aujourd'hui par un petit exercice. Devant un choix à faire, même banal, quoi manger, comment organiser ta soirée, arrête-toi un instant et demande « Qu'est-ce qui serait vraiment bon pour moi maintenant ?» Puis agis en conséquence. Ces micro-entraînements construiront progressivement ta confiance en ton jugement intérieur. Avec le temps, tu développeras cette sagesse pratique qui fait dire « Je ne sais pas ce que les autres feraient à ma place, mais je sais ce que moi, je dois faire. » Notre intuition est comme un muscle atrophié par manque d'usage, elle a besoin d'entraînement régulier pour retrouver sa pleine puissance. Commence par des décisions simples. Choisir un plat au restaurant sans consulter les avis, prendre un chemin différent sans GPS. Ces petits actes d'autonomie réveillent progressivement notre capacité à nous fier à nous-mêmes. Les stoïciens voyaient dans chaque choix, même anodin, une occasion de renforcer notre souveraineté intérieure. Le corps parle souvent plus vite que l'esprit. Cette boule au ventre devant une opportunité apparemment avantageuse, cette légèreté soudaine après une décision difficile. Ces signaux corporels sont des messages précieux de notre sagesse incarnée. Apprends à les décoder sans les surinterpréter. Comme le notait Marc Aurèle, ce qui n'est pas bon pour l'abeille ne peut être bon pour la ruche. Ton corps connaît souvent ce qui est vraiment bon pour toi. Nos résistances répétées cachent parfois des vérités essentielles. Ce projet que tu remets sans cesse, cette personne que tu évites instinctivement, au lieu de te forcer ou de te juger, interroge-toi. Qu'est-ce que cette réticence m'apprend sur mes véritables besoins? Souvent, ce que nous appelons paresse ou peur est en réalité une partie plus sage de nous-mêmes qui se protège. La pression sociale agit comme un brouillard sur notre boussole intérieure. Pratique cet exercice stoïcien. Imagine que toutes les opinions extérieures disparaissent soudain. Quelle décision prendrais-tu alors? Cette pensée expérimentale permet de distinguer ce que nous voulons vraiment de ce que nous croyons devoir vouloir. La liberté commence quand nous cessons de vivre pour le regard des autres. Nos erreurs passées ne sont pas des preuves que notre intuition est fausse, mais des leçons pour l'affiner. Au lieu de rejeter en bloc ton jugement après un mauvais choix, fais-en une analyse stoïcienne. Quel enseignement puis-je tirer de cette expérience? Quelle partie de moi ai-je ignorée? Une boussole se règle progressivement. Chaque échec contient l'information nécessaire pour mieux naviguer à l'avenir. Les grands choix de vie révèlent particulièrement notre degré de connexion à nous-mêmes. Devant une décision importante, note tes premières réactions spontanées avant de consulter qui que ce soit. Puis observe comment ces intuitions initiales résistent, ou non, à l'analyse rationnelle. La sagesse stoïcienne réside dans ce dialogue entre l'intuition et la raison, jamais dans l'exclusion de l'une au profit de l'autre. Cultiver sa boussole intérieure demande de tolérer l'inconfort de l'incertitude. Contrairement aux dogmes ou aux conventions sociales qui offrent des réponses toutes faites, ta vérité intérieure émerge souvent progressivement, comme une photo se développant dans le bain révélateur. Apprends à rester dans ce « entre-deux » sans précipiter la réponse. Comme le disait Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment tu le reçois. Notre époque valorise tellement l'action immédiate que nous avons perdu l'art de la maturation intérieure. Certaines questions exigent de dormir avec, de laisser les différentes parts de soi s'exprimer et débattre. Les stoïciens pratiquaient la méditation matinale et vespérale précisément pour permettre à cette sagesse intime de trouver son expression. La bonne décision est souvent celle qui survient d'elle-même après ce patient travail souterrain. Ta boussole intérieure parle plusieurs langues. Les émotions, les sensations physiques, les rêves,
les motifs récurrents de ta vie. Plus tu deviens polyglotte de ton monde intérieur, plus tes décisions seront alignées. Tiens un journal de ces différents signaux. Avec le temps, tu découvriras ton vocabulaire personnel d'authenticité. Ce travail ressemble à celui d'un archéologue déchiffrant une ancienne civilisation, la tienne. Enfin, souviens-toi qu'aucune boussole ne donne de certitude absolue, seulement la direction la plus juste dans l'instant. Parfois tu te tromperas, et c'est normal. L'important est de rester en dialogue constant avec toi-même, sans rigidité ni amertume. Comme l'écrivait Sénèque, la vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle. En suivant ta boussole intérieure, tu ne gaspilleras plus ton temps à vivre des vies qui ne sont pas vraiment les tiennes. Leçon 10. Chercher son propre guide. Nous passons notre vie à chercher des mentors, des modèles, des guides extérieurs, alors que la réponse se trouve souvent en nous-mêmes. Le stoïcisme ne rejette pas les enseignements des sages, mais nous rappelle que la véritable sagesse doit être assimilée et transformée par notre expérience personnelle. Comme une graine qui contient déjà tout le potentiel de l'arbre, nous portons en nous les ressources nécessaires pour notre croissance. La philosophie n'est pas une imitation, mais une révélation de soi. Les rencontres fortuites peuvent jouer le rôle de déclencheur, mais elles ne font que réveiller ce qui dormait déjà en nous. Ce livre trouvé par hasard, cette conversation inattendue, ce paysage qui nous parle. Ces coïncidences ont du sens précisément parce qu'elles résonnent avec notre vérité intérieure. Les stoïciens voyaient dans ces synchronicités non pas du hasard, mais des occasions offertes par la nature pour nous révéler à nous-mêmes. La vie nous parle constamment, à condition de savoir écouter. Notre intuition est ce guide silencieux que nous avons trop souvent appris à ignorer. Cette petite voix qui murmure « ce n'est pas pour toi » devant une opportunité brillante mais vide. Ce frisson devant un chemin obscur mais prometteur. Ces signaux faibles sont les balises de notre authenticité. Les grands décideurs savent que les meilleures décisions mélangent analyse rationnelle et cette sagesse intuitive que les stoïciens appelaient la raison supérieure. Les épreuves d'elles-mêmes deviennent des guides lorsqu'on apprend à les interroger. Chaque difficulté contient une question. Que m'apprend cette situation sur mes limites? Sur mes priorités réelles? Sur ma capacité à m'adapter? Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient chemin ». Les problèmes ne sont pas des erreurs de parcours, mais des passages obligés de notre voyage d'évolution personnelle. La nature offre un guide toujours disponible pour qui sait observer. Le rythme des saisons nous enseigne la patience. La résilience des arbres dans la tempête montre la force de la flexibilité, le cours des rivières illustre la persévérance. Les stoïciens voyaient dans la nature non seulement un modèle à imiter, mais un miroir de nos processus intérieurs. Se perdre dans les bois peut parfois nous aider à nous retrouver nous-mêmes. Notre démon intérieur, cette partie de nous connecter à notre essence, parle à travers nos enthousiasmes spontanés et nos résistances inexplicables. Ce qui nous fait vibrer sans raison apparente, ce qui nous rebute sans justification logique, sont des indices précieux. Comme le disait Socrate, cette voix intérieure ne lui disait pas quoi faire, mais ce qu'il valait mieux éviter. Apprendre à décoder ces signaux est un art essentiel. Les grands textes philosophiques ne valent que parce qu'ils éveillent en nous. Une même citation lue à 20 ans puis à 40 ans prend des résonances différentes parce que nous avons changé. Le véritable enseignement ne se trouve pas dans les mots eux-mêmes, mais dans ce qu'ils font naître dans notre conscience. Comme un bon professeur, la philosophie stoïcienne pose des questions plus qu'elle n'apporte de réponses toutes faites. Nos erreurs passées, souvent considérées comme des fautes, sont en réalité des guides précieux. Elles tracent une carte de nos limites et de nos forces réelles, bien plus fidèles que nos illusions. Au lieu de les refouler, interrogeons-les avec bienveillance. Que m'a-t-elle appris? Comment m'a-t-elle transformé? Comme le notait Sénèque, les revers sont souvent des raccourcis vers la sagesse, à condition de savoir les méditer plutôt que de les ruminer. Le silence est le terrain fertile où pousse la guidance intérieure. Dans un monde bruyant et hyperstimulant, retrouver des moments de calme n'est pas un luxe, mais une nécessité pour entendre sa propre voix. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la retraite intérieure, ce dialogue silencieux avec soi qui permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire.
Ce n'est qu'en cessant d'écouter les autres que nous pouvons enfin nous entendre nous-mêmes. Finalement, devenir son propre guide ne signifie pas rejeter toute aide extérieure, mais apprendre à trier ce qui nous correspond vraiment. Comme un arbre qui puise dans le sol les nutriments dont il a spécifiquement besoin, nous devons développer ce discernement qui nous permet d'assimiler ce qui nous fait grandir et laisser le reste. La maturité philosophique, c'est cette capacité à marcher seul tout en restant ouvert aux signes que la vie place sur notre chemin. Chaque être humain possède en lui une forme de sagesse organique, comme une mémoire cellulaire du bien-vivre. Les enfants savent instinctivement quand ils sont fatigués, quand ils ont faim de quoi, vers quel jeu leur âme aspire. En grandissant, nous enterrons cette connaissance sous des couches de conditionnement. La voie stoïcienne est un retour à cette sagesse première, mais enrichie par l'expérience et la réflexion. Nos corps sont des cartes vivantes de nos vérités intimes. Cette fatigue persistante malgré le repos, cette énergie soudaine pour certains projets, ces mots qui apparaissent et disparaissent, ce sont des messages codés. Les stoïciens pratiquaient l'observation attentive de leurs états physiques comme autant d'indices sur leur alignement ou leur dissonance intérieure. Un corps tendu parle souvent d'une âme en contradiction avec elle-même. Les rêves éveillés, ces moments où notre esprit vagabonde librement, sont des mines d'or pour qui cherche sa direction authentique. Note les scénarios qui reviennent spontanément. Quels lieux, quelles activités, quelles versions de toi-même y apparaissent. Ces fantasmes ne sont pas des échappatoires, mais des cartes au trésor montrant où se trouvent nos joies profondes et nos potentiels inexploités. Il existe un test imparable pour distinguer notre voix authentique des voix intériorisées. Comment te sens-tu après avoir pris une décision? L'alignement intérieur produit une sensation de paix, même dans les choix difficiles. La soumission à des injonctions extérieures laisse souvent un goût de vide ou de tension. Ce baromètre émotionnel est bien plus fiable que toutes les justifications rationnelles. Nos hésitations chroniques révèlent souvent des conflits intérieurs non résolus. Au lieu de forcer une décision, interroge les différentes parts de toi qui s'opposent. Que craint la part réticente? Que désire la part enthousiaste? Ce dialogue intérieur, pratiqué avec bienveillance, peut révéler des besoins profonds que des choix précipités auraient étouffés. La sagesse naît de l'écoute de toutes nos parts, pas de la victoire d'une seule. Les anciens parlaient de « génie personnel », cette force mystérieuse qui guide chacun vers sa destinée. Nous l'éprouvons dans ces moments de « flow » où le temps semble suspendu, dans ces activités qui nous nourrissent sans nous épuiser. Repère ces expériences dans ta vie. Elles tracent le chemin vers ta version la plus accomplie. Ce qui nous épuise est souvent un détour. Ce qui nous régénère, la voie royale. Nos réactions spontanées face aux histoires des autres sont des miroirs déformants mais révélateurs. Ce qui nous émeut aux larmes chez un personnage de fiction, ce qui nous irrite chez nos proches, ce que nous admirons chez les inconnus, tout cela dessine en creux nos aspirations inconscientes. La vie nous parle aussi à travers nos projections sur le monde. Il existe un exercice puissant. Écris une lettre à toi-même du futur, dans 5 ou 10 ans. Que souhaite-t-il que tu aies fait? Quels conseils te donnerait-il? Cette projection inverse souvent les priorités apparentes, révélant l'essentiel derrière l'urgent. Les regrets anticipés sont des guides bien plus clairs que les conventions sociales. La véritable autonomie spirituelle consiste à devenir à la fois l'élève et le maître. Pose-toi chaque soir des questions ouvertes. Que ai-je appris sur moi aujourd'hui? Quel choix m'a rendu fier? Où ai-je trahi ma petite voix intérieure? Ces micro-retours d'expérience valent tous les manuels de développement personnel. La connaissance de soi est un livre qui s'écrit à mesure qu'on le lit. Enfin, souviens-toi qu'aucun guide extérieur, aussi sage soit-il, ne peut marcher le chemin à ta place. Comme le disait Épictète, personne ne peut te donner ce que tu ne possèdes déjà en toi. Les meilleurs mentors sont ceux qui t'aident à entendre ta propre sagesse, non ceux qui veulent t'imposer la leur. À force d'écouter cette boussole intérieure, tu deviendras toi-même le phare que tu cherchais. Ces 10 leçons stoïciennes tracent une carte vers une force mentale inédite. Chaque défi devient une opportunité d'entraînement, chaque incertitude une chance de grandir. Vous possédez déjà en vous cette résilience. Il ne reste qu'à la réveiller par la pratique quotidienne.
Comme un sculpteur révèle la statue dans le marbre, enlevez ce qui cache votre puissance intérieure. Le stoïcisme n'élimine pas les tempêtes, mais vous apprend à naviguer en elles. Votre mental ne sera plus une victime des circonstances, mais un allié qui transforme l'obstacle en chemin. Commencez petit aujourd'hui. Une peur affrontée, une habitude lâchée, un instant d'introspection. La répétition de ces micro-victoires forge un caractère indestructible. Cette philosophie est un combat de chaque instant, mais le plus noble qui soit. En appliquant ces principes, vous n'échapperez pas aux difficultés, mais vous ne les craindrez plus. Votre force ne viendra pas de certitudes illusoires, mais de votre capacité à danser avec l'imprévu. Le monde a besoin de gens debout. Voilà comment le devenir.